Est-ce que vous avez un abonnement payant à une IA? Vous l'ouvrez presque tous les jours? Et quelque part, dans un coin de votre tête, vous savez faire un abonnement payant à une IA? Vous l'ouvrez presque tous les jours? Et quelque part, dans un coin de votre tête, vous savez que vous êtes très loin d'utiliser ce truc à son vrai potentiel? Et est-ce que vous êtes très loin d'utiliser ce truc à son vrai potentiel? Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent produire davantage en une matinée, avec exactement les mêmes outils que vous, qu'en une semaine entière? Salut! Bienvenue sur un livre, un résumé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle d'un livre publié en 1937, un livre écrit par un homme qui n'a jamais fondé d'entreprise, qui a connu la faillite à plusieurs reprises dans sa vie, et qui pourtant a produit l'un des ouvrages sur la réussite les plus lus de l'histoire humaine. Ce livre, c'est Think and Grow Rich, son auteur, c'est Napoleon Hill, et ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes, ce n'est pas un résumé de plus de ces 13 principes. C'est quelque chose que personne n'a encore vraiment fait. On va prendre les lois fondamentales que Hill a mis des décennies à identifier, les vraies, pas les versions édulcorées qu'on vous sert sur les réseaux sociaux, et on va les confronter directement à ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. Parce que Hill avait encodé quelque chose de si universel, de si fondamental, que ça s'applique à l'IA avec une précision qui donne froid dans le dos, et si vous ne comprenez pas ce quelque chose, vous pouvez avoir ChatGPT, Claude, Gemini et Perplexité ouverts simultanément sur vos onglets. Vous n'irez nulle part, mais si vous le comprenez vraiment, si vous l'intégrez, quelque chose va basculer dans votre façon de travailler. Pour commencer à comprendre, il faut remonter à une rencontre qui a eu lieu en 1908. Chapitre 1, l'homme qui a interviewé les millionnaires pour vous. Nous sommes en 1908. Napoleon Hill a 25 ans. Il est né dans une cabane de montagne en Virginie, dans l'une des régions les plus pauvres des États-Unis. Sa mère est morte quand il avait 9 ans. Il a grandi dans une pauvreté qui laisse des traces dans les os. Et pourtant, il est là, dans ce bureau de Pittsburgh, en face d'Andrew Carnegie. Carnegie, à ce moment-là, c'est probablement l'homme le plus riche du monde occidental. Fils d'un tisserand écossais, il est arrivé en Amérique sans le sou, dans un pays qu'il ne connaissait pas, dans une langue qu'il a dû apprendre. Il a plus de 70 ans, et il est en train de donner sa fortune. Toute sa fortune, non pas par caprice ou par culpabilité, par conviction profonde. Carnegie croit que l'accumulation de richesses sans redistribution est une forme de honte morale. Il va financer plus de 2500 bibliothèques publiques dans le monde entier. Mais avant de mourir, il veut faire autre chose. Il veut documenter la formule. Pas sa formule personnelle à lui, la formule. Les lois universelles qui permettent à n'importe quel être humain, quelle que soit son origine, de bâtir quelque chose de grand. Il débarque dans ce bureau comme journaliste. Il vient faire une interview de 30 minutes. Ce qu'il va vivre à la place va durer 3 heures. Et à la fin de ces 3 heures, Carnegie lui fait une proposition qu'aucun homme avant lui n'a reçue. Il lui dit, en substance, « Je vais vous ouvrir toutes les portes. Je vais vous donner des lettres d'introduction pour les hommes les plus puissants d'Amérique. Vous allez passer les prochaines années à les interviewer, à chercher le fil rouge de leur réussite. Et puis, il ajoute quelque chose de crucial. Mais je ne vous paierai pas un centime. Vous financerez votre propre recherche. Si vous acceptez, c'est parce que vous croyez que cette mission vaut d'être accomplie. » Il dira plus tard que Carnegie avait sorti une montre de sa poche et qu'il avait chronométré sa réponse. Il voulait voir s'il hésiterait, si la peur de l'insécurité financière allait l'emporter sur quelque chose de plus grand. Il n'a pas hésité. Il a dit oui. Pas après 1 heure de réflexion, pas après avoir appelé sa femme. Immédiatement, et il va tenir sa parole. Pendant presque 30 ans, de ce bureau de Pittsburgh jusqu'à la publication de Think and Grow Rich en 1937, Hill va interviewer plus de 500 personnes qui ont construit des choses remarquables. Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller. Il va chercher ce qu'ils ont en commun, pas les anecdotes, pas les détails de leur parcours particulier, le fil rouge. Et ce qu'il trouve le surprend lui-même. Ce n'est pas l'intelligence. Il y a des esprits brillants qui restent dans la médiocrité toute leur vie. Ce n'est pas le capital de départ. Certains ont commencé avec strictement rien. Ce n'est pas la chance. La plupart des personnes qu'il interviewe ont traversé des échecs catastrophiques, des faillites, des trahisons, des catastrophes personnelles, avant de construire quelque chose de durable. Ce qu'ils trouvent, c'est une structure mentale, un ensemble de principes qui se répètent, avec des variantes, chez chacun d'entre eux. 13 principes.
Et parmi ces 13, il y en a un qui domine tous les autres. Hill l'appelle le mastermind. Voici sa définition exacte. La coordination du savoir et de l'effort, dans un esprit d'harmonie, entre deux ou plusieurs personnes, en vue d'atteindre un objectif défini. Deux esprits ou plus, en harmonie, vers un but précis. Hill écrit que lorsque deux esprits ou plus se connectent vraiment autour d'un objectif commun, un troisième esprit se crée, un esprit collectif, qui n'appartient à aucun des deux individuellement, qui est plus grand que la somme des parties. Il l'appelle un esprit invisible. En 1937, ça sonnait comme de la métaphysique, peut-être même comme de la mystique, mais Hill était formel. Chaque personne qu'il avait interviewée avait utilisé ce principe, consciemment ou non. Carnegie avait son cercle rapproché d'associés qui l'interrogeaient avant chaque grande décision. Ford avait ses ingénieurs dans un processus de collision permanente des idées. Edison avait son laboratoire de Menlo Park où des dizaines de cerveaux travaillaient en synchronisation vers un but commun. Personne ne réussit seul. Jamais. Personne. Et ce mastermind que Hill décrivait, cette coordination d'esprit vers un but défini, il était convaincu que tout le monde pouvait y accéder. Mais dans les années 1930, ça demandait un réseau, ça demandait des relations, ça demandait souvent d'être déjà quelqu'un. Tout ça, ça va changer. Et l'outil qui va tout changer, il ne l'a jamais imaginé. Avant de vous montrer comment ce basculement fonctionne concrètement, et il y a 3 méthodes précises que je veux vous donner. Des méthodes testées, dans l'ordre, je veux vous parler d'un truc. Ce que je vais vous expliquer dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez vouloir l'appliquer dès ce soir. Et pour ça, vous aurez besoin d'outils qui sont à la hauteur. Marcus. Permettez-moi de vous parler de Marcus. Marcus a 34 ans. Il est consultant freelance à Lyon. Il travaille avec des PME pour améliorer leur communication d'entreprise. Et Marcus utilise l'IA tous les jours. Pas une fois par semaine pour faire un test. Tous les jours. Il s'en sert pour rédiger ses propositions commerciales, pour faire des recherches sur ses clients, pour préparer ses réunions, pour générer des premières versions de ses livrables. Marcus est satisfait. Objectivement, il gagne du temps. Et pourtant, après plus d'1 an d'usage quotidien, quelque chose le dérange. Il n'arrive pas à le formuler clairement, mais il le sent dans ses chiffres. Ses revenus n'ont pas bougé. Ses clients ne le perçoivent pas différemment. Ses propositions sont peut-être plus propres, plus structurées, plus joliment mises en page. Mais elles ne remportent pas plus de deals. Il y a quelque chose qui cloche. Et ce quelque chose que Marcus ne voit pas. C'est exactement le problème que Hill avait identifié et décrit 87 ans plus tôt. Celui que j'aurais voulu lire bien avant. Chapitre 2. L'IA ne vous rend pas plus intelligent. Elle vous rend plus vite ce que vous êtes déjà. Novembre 2022. OpenAI lance ChatGPT. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Aucun produit dans l'histoire d'Internet n'avait jamais grandi aussi vite. Et partout, on entend exactement la même chose. Ceux qui utilisent l'IA vont écraser ceux qui ne l'utilisent pas. C'est vrai, mais pas pour la raison qu'on vous donne. Voici ce que Marcus fait réellement. Il ouvre ChatGPT. Il arrive avec une idée. Il la soumet. L'IA la lui renvoie. Plus propre, plus structurée, plus élégante. Il est satisfait. Et c'est exactement le problème. Parce qu'un miroir ne vous rend pas plus intelligent. Un miroir vous montre ce que vous apportez. Habillé différemment, peut-être, mais vous, exactement vous, Hill avait observé quelque chose de frappant au fil de ses interviews. Les gens ordinaires cherchent des réponses. Les gens remarquables cherchent des contradictions. Ils veulent qu'on attaque leurs idées, qu'on trouve les failles dans leur raisonnement, qu'on les force à penser au-delà de ce qu'ils voient déjà. Carnegie n'entourait pas de gens qui acquiescent. Ses associés les plus précieux étaient ceux qui lui démontrèrent qu'il avait tort. Ce que Hill appelait mastermind n'était pas un cercle de soutien, c'était une collision. Marcus n'a pas de collision. Marcus a un miroir très sophistiqué. Il arrive avec une idée floue, il repart avec une idée floue présentée proprement. Ses propositions sont plus lisibles, ses emails sont mieux structurés. Et il perd toujours ses deals à la même étape. L'IA ne lui dit pas qu'il tourne en rond. Elle tourne avec lui. Mais beaucoup plus vite. Comment en sortir? Et ce que ça donne concrètement dans le travail de Marcus, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Chapitre 3. La formule que Hill a encodée en 1937. Et ce que Marcus fait de différent un mardi matin à Lyon. Marcus. Mardi matin. 9h12. Il ouvre ChatGPT. Il tape « Comment améliorer mes propositions commerciales pour convaincre davantage de clients ?» La réponse arrive en 8 secondes. Structurée, pertinente,
Bien formulé. Marcus lit. Il hoche la tête. Il copie 2 paragraphes, les adapte, les intègre à son template. Il se sent productif. Il a raison de se sentir productif. Mais cette réponse précise, qu'il vient de recevoir, aurait été identique pour un consultant en RH, pour un coach sportif, pour un agent immobilier. Elle ne s'applique à personne en particulier. Et du coup, elle ne s'applique vraiment à personne. Hill avait un mot pour ce que Marcus vient de faire. Il appelait ça « connaissance générale ». Et il était catégorique là-dessus. La connaissance générale, disait Hill, a peu de valeur en soi. Ce qui compte, c'est la connaissance spécialisée, précise, ciblée, appliquée à un problème réel. Et pour accéder à cette précision-là, Hill avait développé quelque chose qu'il testait lui-même chaque soir. Il l'appelait le conseil des conseillers imaginaires. Avant de s'endormir, Hill convoqua dans son esprit une assemblée fictive. Lincoln, Edison, Napoléon Bonaparte, Socrate. Il imaginait leur présence autour d'une table. Il leur posait ces questions. Il imaginait leurs réponses depuis leurs perspectives respectives. Certains ont lu ça et ont pensé qu'il avait perdu la raison. Mais voici ce que Hill faisait réellement. Il forçait son cerveau à sortir de sa propre perspective, à voir ses problèmes depuis des angles multiples et simultanés, à se demander « Quelle question est-ce que je ne me pose pas? Quel angle est-ce que je ne vois pas parce que je suis trop dedans ?» Maintenant, Marcus, même mardi matin, 9h47, quelque chose a changé. Marcus tape différemment. Je suis consultant en communication pour des PME industrielles dans la région lyonnaise. Mon problème principal, c'est que je perds mes deals pendant la phase de proposition, pas pendant la prospection. Mes clients me trouvent, ils me reçoivent, mais ils ne signent pas. Tu joues le rôle d'un directeur commercial avec 20 ans d'expérience dans ce secteur précis. Ton travail est de me dire exactement où ma proposition cloche. Je t'interdis d'être gentil. La réponse arrive. Et cette réponse, Marcus ne la copie pas. Il la relit 3 fois, parce qu'elle touche quelque chose qu'il ne voulait pas voir. L'IA lui dit que ses propositions sont construites sur la logique du prestataire. Ce qu'il fait, comment, pourquoi il est compétent. Alors que le décideur industriel prend sa décision sur la logique du risque. Est-ce que ce consultant va me créer des problèmes ou m'en éviter? 2 logiques différentes, une seule qui compte pour le client. Marcus le savait vaguement. Maintenant il le voit. Et quelque chose se déplace dans sa façon de travailler. Ce que Marcus vient de faire, sans le nommer, c'est exactement le mastermind que Hill décrivait. Pas un oracle qui répond, une collision qui révèle. Je vais vous dire quelque chose que je n'avais pas prévu de dire dans ce script. Pendant presque 1 an, j'ai utilisé l'IA exactement comme Marcus à 9h12. Pas par ignorance, par confort. Parce que les réponses génériques ne changent pas. Elles ne remettent pas en cause ce qu'on pense déjà. Et pendant ce temps-là, j'ai produit davantage, livré plus vite et obtenu exactement les mêmes résultats, juste plus rapidement. Le moment où quelque chose a basculé, c'est quand j'ai enfin demandé à l'IA de m'attaquer plutôt que de me répondre. Ce qu'elle a trouvé m'a mis mal à l'aise. Ce malaise, ce signal précis, il l'aurait reconnu immédiatement. Il l'appelle désir. Pas envie vague, pas d'ambition floue, désir ardent et défini. Il écrit que le point de départ de toute réalisation sans exception est un désir qui brûle avec une intensité suffisante pour modifier votre comportement quotidien. Et il demande quelque chose de très précis à ses lecteurs. D'écrire le chiffre exact, la date exacte, ce qu'on est prêt à donner en échange. En 1937, certains critiques ont ri. Lire des mots à voix haute ne va pas vous enrichir. Ils avaient tort sur le fond. Parce que voici ce que Hill avait compris avant eux. La formulation précise d'un objectif modifie la façon dont votre cerveau filtre l'information. Pas métaphoriquement, littéralement. Quand vous êtes forcé de réduire un désir vague à une phrase précise, mesurable, datée, votre cerveau commence à filtrer autrement, à poser des questions différentes, à voir des angles qui étaient là depuis le début et que vous ignoriez parce que vous n'aviez pas encore formulé ce que vous cherchiez vraiment. Et maintenant, vous pouvez soumettre cet objectif à une IA et lui dire ceci. Est-ce que cet objectif est suffisamment défini? Où sont les zones floues? Qu'est-ce qui manque pour qu'il soit vraiment précis? Ne l'améliore pas toi-même. Dis-moi exactement ce que je dois clarifier, dans l'ordre de ce qui est le plus flou. Ce que il imaginait seul, dans sa tête, avant de s'endormir. Vous venez de le rendre réel, et pas parfait, mais suffisamment. Et suffisamment est souvent ce qui fait basculer une décision, un projet, une trajectoire entière. Ce que Marcus ignorait ce mardi à 9h12, et ce qu'il comprend maintenant, c'est que le problème n'a jamais été l'outil.
Le problème était la qualité de la question qu'il apportait à l'outil. Et ça nous amène au chapitre que personne ne veut vraiment entendre. Chapitre 4. Le piège que Hill n'avait pas prévu et qui est en train de vous avaler. Il y a une phrase dans Think and Grow Rich que je n'ai jamais vue citée nulle part. Pas sur LinkedIn, pas dans les résumés vidéo, pas dans les conférences de développement personnel. Il écrit « La pensée imprécise est aussi dangereuse que l'absence de pensée ». Lisez ça une deuxième fois. Aussi dangereuse que l'absence de pensée. Pas moins dangereuse. Aussi dangereuse. Il explique pourquoi. L'imprécision crée une illusion de direction. Elle vous donne l'impression que vous savez où vous allez pendant que vous tournez en rond. Et en 2025, cette illusion vient d'être turbo-compressée. Parce que voici la vérité inconfortable sur l'IA que personne ne dit assez clairement. L'IA n'améliore pas votre pensée. Elle amplifie ce que vous êtes, pas ce que vous voulez être. Ce que vous êtes en ce moment précis, là, quand vous commencez à taper. Si votre pensée est précise, définie, ancrée dans une intention claire, l'IA va vous rendre redoutable. Si votre pensée est floue, l'IA va habiller ce flou avec une élégance trompeuse. Elle va produire du contenu qui semble cohérent, qui semble structuré, qui semble ambitieux, et qui ne vous mène nulle part. Voilà pourquoi Marcus stagne. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, il l'est. Pas parce qu'il ne travaille pas, il travaille. Mais parce que Marcus apporte à l'IA les questions de quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et il reçoit en retour des réponses sophistiquées qui l'entourent d'une impression d'activité. Il aurait reconnu ce piège immédiatement. Il l'avait vu chez des dizaines de personnes au fil de ses interviews. Des gens qui lisaient tout, qui assistaient à toutes les conférences, qui discutaient d'idées brillantes avec des gens brillants, mais qui ne définissent jamais vraiment ce qu'ils voulaient, et qui, du coup, n'arrivaient nulle part. Le problème de Marcus n'est pas un problème d'outils, c'est un problème de fondation. Et on ne construit rien de solide sur une fondation floue. Pas une maison, pas une entreprise, pas un projet, pas même une carrière. Alors voilà 3 pratiques concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Testez, dans l'ordre. La première s'appelle l'audit mental hebdomadaire. Une fois par semaine, pas plus, pas moins, vous décrivez à l'IA l'état réel de votre projet ou de votre activité. Pas pour obtenir des solutions, pour poser des questions. Vous lui dites textuellement « Ne me donne pas de réponse ». Pose-moi exactement 10 questions auxquelles quelqu'un dans ma situation devrait être capable de répondre aujourd'hui. Essayez. Ce que vous allez découvrir va vous mettre mal à l'aise. Et ce malaise précis, c'est le signal que vous touchez quelque chose de réel. Hill aurait dit que c'est là que le vrai travail commence. La deuxième pratique s'appelle le mastermind de contradiction. Vous prenez une décision que vous avez prise récemment. Une décision dans laquelle vous avez confiance. Et vous demandez à l'IA de jouer le rôle d'un contradicteur brillant et méthodique. Pas quelqu'un qui dit non par réflexe défensif. Quelqu'un qui cherche vos angles morts, vos hypothèses non vérifiées, vos biais de confirmation. Quelqu'un qui trouve le point précis où votre raisonnement déraille. Si l'IA ne trouve rien, vous êtes en position de force. Vous savez que votre décision est solide. Si elle trouve quelque chose, et elle va trouver quelque chose, vous venez peut-être de vous sauver d'une erreur coûteuse. La troisième pratique, c'est ce que Hill aurait appelé le Chiefing Protocol. Vous écrivez votre objectif principal, une seule phrase, précise, mesurable, datée, puis vous soumettez cette phrase à l'IA avec une instruction simple. Est-ce que cet objectif est suffisamment défini? Où sont les zones floues? Qu'est-ce qui manque pour qu'il soit vraiment précis? Ne l'améliore pas toi-même. Dis-moi exactement ce que je dois clarifier, dans l'ordre de ce qui est le plus flou. Vous revenez sur votre phrase, vous l'affinez, vous recommencez, jusqu'à ce que l'IA ne puisse plus trouver d'imprécision. Et à ce moment-là seulement, vous avez quelque chose de suffisamment solide pour construire dessus. Il disait que la clarté du désir était la première cause de réussite, et que le manque de définition était la première cause d'échec. Pas le manque de talent, pas le manque de travail, pas le manque de chance, le manque de définition. En 2025, vous avez un outil qui peut vous aider à atteindre cette clarté avec une vitesse et une précision que Hill n'aurait pas pu imaginer. Mais seulement, si vous comprenez ce que l'outil fait réellement. Ce que Hill avait compris après presque 30 ans de recherche, c'est une chose que personne ne veut entendre. Le succès n'a jamais été une question d'outils. Jamais. Carnegie avait la télégraphie et les chemins de fer. Ford avait la chaîne de montage. Edison avait son laboratoire. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'IA. Ce que ces gens avaient en commun, ce n'est pas les outils qu'ils utilisaient. C'est la clarté de ce qu'ils voulaient, la discipline de leur pensée.
et la capacité à chercher des contradictions productives plutôt que des confirmations confortables. L'IA ne va pas vous rendre riche. L'IA ne va pas vous rendre brillant. Mais si vous développez une pensée précise, si vous définissez ce que vous voulez avec la clarté que il décrivait, si vous utilisez l'IA comme un mastermind plutôt que comme un oracle, alors oui, l'IA va vous rendre redoutable. La leçon de cette vidéo est une seule. La qualité de ce que vous obtenez de l'IA est exactement proportionnelle à la qualité de votre pensée avant d'ouvrir l'outil. C'est Hill. C'est 1937. Et c'est maintenant. Si vous voulez approfondir ce travail de clarté mentale et voir comment en faire un système de travail concret, c'est exactement ce dont on parle, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche. Prenez soin de vous.